Le chef de l'État est arrivé ce vendredi à Johannesburg en Afrique du Sud en vue de participer au 25e sommet de l'Union africaine. La rencontre est prévue ce week-end autour de la question de l'autonomisation des femmes. Après l'Afrique du Sud, Alassane Ouattara se rendra en France. L'actualité, c'est aussi l'inauguration ce matin d'une nouvelle sphère à gaz à Abidjan. Elle a été officiellement mise en service par le chef du gouvernement. Cette nouvelle sphère à gaz du terminal gazier de la société d'entreposage de produits pétroliers a une capacité de 1500 tonnes de gaz butane liquéfié. L'Union européenne vient d'apporter un appui important à la Côte d'Ivoire en matériel informatique et mobilier de bureau, le tout d'une valeur de 613 millions de francs CFA. Ce geste est le fruit du programme d'appui à la gouvernance et vise à renforcer la mise en œuvre du plan national de développement. Et puis, à l'étranger, lors du sommet d'Abuja hier, regroupant les chefs d'État de la région, le président nigérian Muhammadu Buhari s'est opposé à l'idée d'un commandement tournant de la force régionale contre Boko Haram qui se ferait tous les 6 mois entre les 5 pays contributeurs de troupes. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Bienvenue dans la grande édition. Le chef de l'État est arrivé ce vendredi à Johannesburg en Afrique du Sud. Alassane Ouattara prendra part au 25e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui s'ouvre après-demain pour s'achever lundi. Thème de la rencontre, année de l'autonomisation des femmes et du développement en vue de la réalisation de l'agenda 2063 de l'Afrique. En marge de ce sommet, le chef de l'État va participer au 23e forum des chefs d'État et de gouvernement du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Le film de l'arrivée du président Ouattara à Johannesburg avec notre envoyé spécial, Jérôme Kofi Abolin. Dès sa descente d'avion à son arrivée ce vendredi à Johannesburg dans le cadre du 25e sommet ordinaire de l'Union africaine entre les 12 et 14 juin 2015, le président de la République Alassane Ouattara s'est dit très heureux. Heureux d'être à nouveau en Afrique du Sud, mais surtout d'y être en vue de sa participation au forum des chefs d'État et de gouvernement du MAEP, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Pour le chef de l'État ivoirien, cette participation est l'occasion de montrer une fois de plus que la Côte d'Ivoire est de retour sur la scène internationale et à même de contribuer à la consolidation du continent africain. C'est aux environs de 18h30, heure locale, soit 16h30, temps universel, que l'Airbus présidentiel, à bord duquel le président Alassane Ouattara s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport international de Johannesburg. Le chef de l'État ivoirien y a reçu les honneurs dus à son rang, après quoi le cap a été mis sur l'hôtel réservé pour son séjour en Afrique du Sud. Le président Alassane Ouattara y a pris ses quartiers en attendant la suite du programme du 25e sommet ordinaire de l'Union africaine les samedis et dimanches. Le sommet de l'Union africaine s'est ouvert hier à Johannesburg. Au menu, l'intégration des femmes, mais également la crise au Burundi, les différents conflits qui pèsent sur le continent et les questions liées au terrorisme. À l'heure où se tient ce sommet, il est opportun de revenir sur les origines de l'Union africaine, autrefois Organisation de l'Unité africaine de 1963, date de la création de l'OUA à la naissance en 2002 de l'UA. Ce sont plusieurs traités et rencontres qui ont jalonné le chemin d'une Afrique en quête d'union et de développement. Le récit de Thomas Guessambi. L'histoire de l'Union africaine commence le 25 mai 1963, date à laquelle est créée l'ancêtre de l'Union africaine, l'Organisation de l'Unité africaine, en abrégé OUA. 32 États africains sont membres. Addis Abeba en Éthiopie est choisi pour abriter le siège. Le 3 juin 1991 est conclu le traité d'Abuja qui prévoyait explicitement la création d'un marché commun à l'ensemble du continent avant 2025. L'impulsion visant à relancer le processus d'intégration politique qui apparaît indispensable aux yeux des dirigeants africains pour la croissance économique du continent est donnée en 1998 par Muammar Kadhafi, alors guide de la révolution de la Jamaïria arabe libyenne. Le 9 septembre 1999 est signée la déclaration de Sirte qui fixe l'objectif de la création d'une Union africaine. La déclaration rappelle dans ses premières lignes les idéaux des pères fondateurs de l'OUA et notamment celui du panafricanisme. Cependant, comme lors de la création de l'OUA, les conceptions fédéralistes et souverainistes s'affrontent. Selon les analyses, le résultat est une organisation de compromis.
Le traité créant l'Union africaine, appelé Acte constitutif de l'Union africaine, est signé le 11 juillet 2000 à Lomé au Togo. Et ce n'est que le 9 juillet 2002, soit 2 ans après la signature de son traité constitutif, que l'Union africaine s'est substituée à l'OUA. 1 an plus tard, en juillet 2003, à l'occasion du sommet de Maputo au Mozambique, seront mises en place certaines institutions, dont la Commission de l'Union africaine, le Parlement panafricain et le Conseil de paix et de sécurité. L'actualité, c'est aussi l'inauguration ce matin d'une nouvelle sphère à gaz à Abidjan. Elle a été officiellement mise en service par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Cette nouvelle sphère à gaz du terminal gazier de la Société d'entreposage de produits pétroliers a une capacité de 1500 tonnes de gaz butane liquéfié. Elle permettra d'augmenter la production journalière du centre remplisseur qui passe de 100 à 300 tonnes par jour. Hugues Blé. Cet investissement va faire beaucoup de bien aux ménages de Côte d'Ivoire. La nouvelle sphère de stockage de 1500 tonnes de la Société africaine d'entreposage de produits pétroliers porte à 16 000 tonnes la capacité de stockage de gaz butane désormais disponible en Côte d'Ivoire. Avec le nouvel outil inauguré cette fin de semaine par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, la Côte d'Ivoire dispose de près d'un mois d'autonomie de stockage, minimisant ainsi les risques de pénurie de gaz butane. La première phase de l'investissement a coûté 6 milliards de francs CFA. La deuxième phase, celle qui nous préoccupe aujourd'hui, a nécessité un investissement de 7 milliards, soit un investissement total global sur ce site de 13 milliards de CFA sur 3 ans. Voilà l'effort que des sociétés privées ont fait pour que cessent enfin les pénuries de gaz butane dans notre pays. Désormais, le consortium créé par Petro Ivoire et ses 2 partenaires dispose de 2 sphères de stockage de 3000 tonnes. Leur incidence est notable sur l'approvisionnement national en gaz butane, une satisfaction pour le Premier ministre. Cette cérémonie marque la 3e grande réalisation visant à accroître les capacités nationales de production et de distribution après celle de l'entreprise suisse Oryx Gaz en septembre 2014 pour une capacité de 4000 m3 et de Petroci en mars 2015 avec une capacité de 8000 m3. À moyen terme, il faudra arriver à une distribution de gaz par canalisation en faveur de tous les ménages, comme ce fut le cas par le passé dans certains quartiers d'Abidjan. Nous devons ensemble poursuivre ces efforts avec des ambitions encore plus grandes pour la couverture intégrale des besoins nationaux d'abord et pourquoi pas ensuite ceux de la sous-région. 33 000 bouteilles de gaz sortent au quotidien du centre emplisseur de la Société africaine d'entreposage de produits pétroliers, SAEP. L'entreprise a d'ailleurs un projet, la construction d'un autre centre à Boaké, ce qui va améliorer de façon sensible les capacités de stockage opérationnel en gaz butane, estimées à 14 500 tonnes en 2014. L'Union européenne vient d'apporter un appui important à la Côte d'Ivoire en matériel informatique et mobilier de bureau, le taux d'une valeur de 613 millions de francs CFA. Ce geste est le fruit du programme d'appui à la gouvernance qui vise à renforcer le processus de mise en œuvre du plan national de développement PND. D'autres précisions avec Jean-Jacques Ouaméala. Il s'agit entre autres de 310 ordinateurs de bureau, 394 portables, 118 imprimantes multilaser, 177 bureaux agents, 116 armoires de rangement. Preuve de la bonne marche des relations entre l'État de Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Ce geste est destiné aux structures nationales en charge des programmes de développement économique. Je suis confiante que ces efforts que l'Union européenne consent à notre égard serviront de source de motivation supplémentaire en vue de l'amélioration de l'efficacité de notre service public. Je voudrais également rassurer l'Union européenne de ce que les heureux bénéficiaires de ces équipements en feront un bon usage dans l'esprit de l'amélioration de leur efficacité pour une administration publique plus performante. Coût global de ce don de matériel informatique et de mobilier de bureau, 613 millions de francs CFA. Il s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la gouvernance signé entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne en novembre 2014 pour une durée de 6 ans. Ces matériels que nous livrons, ces actions que nous entreprenons en coopération les uns avec les autres visent
au fond, à faire de la Côte d'Ivoire un pays pleinement moderne. Financé par l'Union européenne à hauteur de 7,2 milliards de francs CFA, le programme d'appui à la gouvernance vise à renforcer le processus d'actualisation et de mise en œuvre du PND, Plan national de développement, par l'amélioration de la gestion des finances publiques. On en vient à la 14e édition de la célébration du prix de l'excellence ce vendredi. C'est un prix qui distingue les meilleurs agents de la Direction générale des impôts DGI. Les agents récompensés ont été invités à redoubler d'ardeur dans le travail. Aussi, la régie financière a fait un bilan à mi-parcours de son exercice, bilan jugé satisfaisant. L'éclairage de Chantal Akanda. Elles sont 11, les personnes célébrées à cette 14e édition du prix d'excellence de la Direction générale des impôts, DGI. Le prix d'honneur est revenu au ministre chargé du budget, Abdraman Cissé. Selon les critères de choix du jury, ces agents se sont illustrés par leur rigueur, leur compétence, leur professionnalisme et leur innovation dans l'accomplissement de leur mission au cours de l'année 2014. Parmi eux, Séraphin Diallo, distingué lauréat des lauréats. Aujourd'hui, avec ce prix, c'est une obligation supplémentaire qui pèse sur nous, puisque nous n'aurons plus le droit de faillir. Depuis notre entrée à la Direction générale des impôts, nous avons accordé une place très importante à la conscience professionnelle. Le directeur général des impôts a dit être fier de l'intérêt que portent ses agents au travail bien fait. Il a souligné les résultats satisfaisants obtenus en 5 mois par la DGI. Cette année 2015, nous avons un objectif de 1672 milliards. À la fin du mois de mai, c'est-à-dire 5 mois, nous sommes à 645 milliards. Nous devrions prendre notre part dans les 5 000 milliards que la Côte d'Ivoire a comme budget 2015. Le ministre chargé du budget, Abdraman Cissé, et le parrain de la cérémonie, Koné Mamadou, président de la Cour suprême, ont tour à tour salué cette fête du mérite. Ils ont aussi encouragé les lauréats à demeurer les porte-flambeaux de la qualité de l'administration ivoirienne. Le choix du thème du prix d'excellence 2015, la Direction générale des impôts et l'amélioration de l'environnement des affaires, s'inscrit dans le cadre des réformes entreprises par la DGI, en vue d'une meilleure collaboration avec les opérateurs économiques, à savoir la disponibilité de la version électronique du Code général des impôts et celle de la version électronique du livre foncier. Robert Begré-Mambé, invité du déjeuner débat organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, le gouverneur du district d'Abidjan s'est prononcé sur la contribution de son organisation dans l'atteinte de l'émergence en 2020. Marina Atta, Victorine Yaoyoué. Le district d'Abidjan envisage la construction d'un centre de cancérologie, un autre pour la radiologie et un troisième centre pour la traumatologie. La réalisation de ces projets importants nécessite un investissement conséquent. Le gouverneur du district d'Abidjan se tourne alors vers les investisseurs français. C'est tout le sens du déjeuner de presse à l'intention de la Chambre de commerce et d'industrie France-Côte d'Ivoire. L'avenir d'une cité décrit le devenir de l'homme. C'est pourquoi l'avenir d'Abidjan va refléter la vision du chef de l'État qui est de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent, de faire des Ivoiriens une population émergente. Cela impose des contraintes de développement du point de vue de la circulation, du point de vue de la sécurité, du point de vue de la beauté de la cité, du point de vue de l'habitat, du point de vue de l'emploi, du point de vue de la santé, du point de vue de l'éducation, du point de vue des loisirs. Une autre question abordée au cours de ces échanges, le chômage des jeunes. Avec l'appui des partenaires financiers, le gouverneur Begré-Mambé entend installer une centaine de kiosques au profit de la jeunesse. Autre information de taille, le district d'Abidjan promet de retenir 40 projets de jeunes cette année, au lieu de 20, comme c'était le cas les années précédentes. Aujourd'hui, 12 juin, est commémorée la Journée mondiale contre le travail des enfants. Journée lancée par l'Organisation internationale du travail pour attirer l'attention sur l'étendue mondiale du travail des enfants, ainsi que les actions et les efforts nécessaires pour l'éliminer. Sidonie Davila revient sur l'intérêt de cette journée.
L'Organisation internationale du travail, OIT, est à l'origine de la Journée mondiale contre le travail des enfants, initiative lancée en 2002 pour mettre en lumière les nombreux abus subis par les enfants au travail. L'objectif de cette journée, qui a lieu le 12 juin de chaque année, est d'aider à créer et à maintenir le mouvement mondial contre le travail des enfants. Selon l'OIT, lutter contre le travail et l'exploitation des enfants est l'un des plus urgents défis de notre époque. En 2002, le travail des enfants concernait 246 millions d'enfants dont l'âge varie entre 5 et 17 ans, soit un enfant sur 6 à l'échelle de la planète, essentiellement dans l'agriculture. Nombre de ces jeunes sont soumis aux pires formes de travail qui met en péril leur bien-être moral, mental ou physique et sont assujettis à des activités condamnables telles l'esclavage, l'enrôlement dans l'armée, la pornographie, la prostitution, entre autres. C'est au regard de cette situation que la Convention numéro 182 de l'Organisation du travail a été initiée pour amener les pays signataires à s'engager et à agir immédiatement pour interdire et éliminer les pires formes du travail des enfants. Une deuxième convention, la 138, toujours de l'OIT, est venue renforcer la première. Son objectif est d'obtenir l'abolition du travail des enfants. Déjà dans les années 2000, le travail des enfants connaissait un déclin. Cependant, vu son importance et pour maintenir les efforts des pays contre le phénomène, l'OIT a décrété la Journée mondiale contre le travail des enfants. La Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays du monde, célèbre ce 12 juin la 13e édition de cette commémoration. La ministre de la Communication en visite de courtoisie chez les militants du RDR de Cocody, Afoussiata Bamba Lamine en a profité pour inviter à une mobilisation autour de la réélection du chef de l'État. Elle a aussi fait don au bureau de lot de matériel informatique de mobilier. Maïsako. La salle principale du siège du Rassemblement des Républicains de Cocody semblait exiguë ce jeudi. Elle avait du mal à contenir les militants de cette commune, venus nombreux pour entendre le message d'Afoussiata Bamba Lamine, membre du bureau politique national du RDR. Ces moments d'échange et de communion ont été mis à profit par Afoussiata Bamba Lamine pour appeler les militants à renforcer leur mobilisation en vue de donner la victoire à Alassane Ouattara dès le premier tour de la présidentielle d'octobre. Je suis venue en tant que militante aider à la mobilisation des militants, de tous les militants du RHDP, de sorte que nous puissions être organisés pour la victoire donc, du président de la République. Mais cette organisation naturellement passe par l'inscription sur les listes électorales, très important, c'est le début de tout, et ensuite aller bien sûr voter. Afoussiata Bamba Lamine a aussi félicité les militants du RDR de Cocody pour la bonne structuration de leur bureau dirigé par le secrétaire départemental Célestin Kouala. Au dire de ce dernier, le siège du RDR de Cocody, un local de plusieurs pièces, abrite depuis le 6 septembre 2014 un personnel minimum rémunéré, une équipe jeune et dynamique exerçant dans la solidarité. Pour encourager les militants du RDR de la commune de Cocody et appuyer leurs actions, Afoussiata Bamba Lamine leur a fait don d'un lot de mobilier et du matériel informatique d'une valeur de 3 050 000 francs CFA. Une nouvelle candidature enregistrée pour la présidentielle prochaine, celle d'Henriette Lagou, candidate pour le camp du Renouveau pour la paix et la concorde à RPC-Paix, annonce faite au cours de la cérémonie d'investiture de la délégation du parti à Yopougon. C'était à l'espace Figayo. Moi, femme, je suis candidate pour les femmes de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire de toutes ces braves femmes qui se battent au quotidien pour faire vivre leur famille. On la croirait déjà en campagne électorale à l'espace Figayo de Yopougon face aux nombreux militants venus de partout. Mais non, Henriette Lagou Adjoa, la présidente du Renouveau pour la paix et la concorde RPC-Paix, annonçait sa candidature aux élections présidentielles d'octobre prochain. Pour elle, c'est la femme qui donne la vie. Donc, c'est la femme qui est à même de comprendre les difficultés que vivent les Ivoiriens. Je parle des Ivoiriennes et des Ivoiriens qui veulent un vrai changement amorcé par une femme, une mère et une sœur. Se prononçant sur le processus électoral en cours, Henriette Lagou dit y croire. Il y a des choses sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas aller aux élections. Ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas se porter candidat.
Un des moments forts de cette rencontre de Yopougon, l'investiture de la délégation générale de la commune. Elle devrait avoir pour tâche mener des actions de recrutement pour une plus grande implantation du parti dans cette commune, la plus grande du pays. Comment prévenir les conflits, parvenir à les éviter? C'est à cela que les préfets et chefs traditionnels sont formés. C'est une initiative de la Direction générale de l'administration du territoire en collaboration avec l'ONUCI. Il est question de donner aux préfets et chefs traditionnels des outils et méthodologies de gestion des crises communautaires, nous dit Michel Dicré. La nécessité de mettre en place un cadre opérationnel de mécanismes de consolidation de la cohésion sociale se fait de plus en plus sentir à l'approche de la présidentielle de 2015. Et pour cause... Comme vous le savez, les élections ont toujours entraîné des passions. Ce sont des moments en Afrique où tous les moyens sont utilisés pour mobiliser les électeurs. Malheureusement, pendant cette période dans nos pays, on note trop souvent une multiplication de discours partisans, de discours incendiaires, intolérants, qui provoquent des tensions et qui entraînent la violence. L'ONUCI et la Direction générale de l'administration du territoire ont donc décidé d'instruire les autorités préfectorales et les chefs traditionnels sur les instruments d'analyse et de prévention des conflits et de gestion communautaire. Les participants seront formés sur les outils, les méthodes de gestion, les méthodes d'anticipation des conflits, les actions à mener pour le renforcement des capacités de leurs administrés. Ce projet est important parce qu'il nous permettra d'avoir une cartographie des conflits sur l'ensemble du territoire national. Cela nous permettra de systématiser la gestion de certains conflits. Après Abidjan, 5 régions sont concernées par la phase pilote du projet. Il s'agit du Kabadougou, de la Maraoué, du Sud-Komoué, des Grands Ponts et du Guémon. L'Institut Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, le Vitib et 4 domiciles privés rétrocédés et restitués à leurs propriétaires. Une action qui s'inscrit dans le cadre de l'opération Bonheur initiée par les forces républicaines de Côte d'Ivoire en collaboration avec la DDR. Déjà plusieurs sites occupés par les ex-associés au FRC ont été libérés. L'opération s'achève le 30 juin prochain. Le point avec Abou Sanogo. L'Institut Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, situé dans la commune d'Adjamé, le village ivoirien des technologies de l'information de Bassam Vitib, rétrocédé à l'État, de même que 4 domiciles privés restitués à leurs propriétaires. Ainsi, après 3 années passées à l'Institut Marie-Thérèse d'Adjamé, les éléments résiduels du 1er bataillon d'infanterie, 4e batterie d'artillerie sol-air vont regagner la caserne d'Akwedou. Ils embarquent dans des véhicules cargo et des mains en trombe. Seuls les personnels commis à la sécurisation du site n'embarquent pas. Il s'agit de l'opération Bonheur initiée par l'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire en collaboration avec l'ADDR. En fin juin, l'essentiel sera fait, puisque cette opération, l'opération Bonheur, et je suis tenté d'en ajouter Bonheur pour tous, permettra à tout un chacun de rentrer en possession de ses biens immobiliers. Et puisque c'est une opération pour laquelle un délai a été fixé par le chef de l'État, nous nous ferons fort de respecter. La libération de ces sites contribue à l'amélioration du climat sécuritaire et au renforcement de la cohésion sociale dans le pays. C'est un sentiment de bonheur, de joie, parce qu'il faut dire que durant 4 ans, nous avons souffert. Et aujourd'hui, par le biais du président de la République, nous avons nos clés. Nous disons merci à tout le monde. Aujourd'hui, on est très content parce qu'on a ce bien. Il reste maintenant à travailler pour remettre tout ça en état. L'opération Bonheur vise plus de 5500 ex-associés aux forces républicaines de Côte d'Ivoire au plan national. Elle s'achève le 30 juin 2015. L'hypertension artérielle et le diabète, 2 mauvais compagnons, c'est l'un des thèmes des premières journées médicales des forces terrestres. Elles se tiennent à Bouaké avec des échanges autour d'ateliers et de séances de dépistage de l'hypertension et du diabète. Hamza Diaby. Pour ces premières journées médicales des forces terrestres, Bouaké a été choisi pour abriter l'événement. Sur instruction du général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major général des FRCI, ces journées ont été présidées par le général de brigade, Gaoussou Soumaoro. Que ne peut-on pas sacrifier pour obtenir une bonne santé? Que peuvent avoir tous les biens du monde
contre la santé. Nous devons pouvoir garantir en tout temps et en toutes circonstances notre disponibilité opérationnelle pour le bien de la nation par le fait d'une santé robuste et d'un suivi médical approprié, d'un entraînement physique continu. Pour ces journées dont le thème majeur était l'association hypertension artérielle et diabète, étaient réunis plusieurs spécialistes, d'aucuns en cardiologie, d'autres en médecine interne ou dermatovénérologie, le tout sous la supervision du médecin colonel-major Legré, médecin-chef des forces terrestres. Au cours des nombreux ateliers qui ont meublé ces journées, il a été question de la prévention des complications de l'hypertension et du diabète. L'on a également eu droit à des consultations spécialisées et explorations. Des ECG ont été réalisés, des dépistages de l'hypertension et du diabète évidemment, la prévention de l'automédication, la psychiatrie, la chirurgie dentaire et même le service vétérinaire du ministère de la Défense a été mis à contribution pour la prévention du virus Ebola et la sensibilisation sur la grippe aviaire. Le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, Alakwa Dioremi, était récemment en France. Il a rencontré plusieurs maires de communes françaises. À cet effet, des accords ont été signés dans l'objectif évidemment de relever les défis d'un environnement sain dans le pays. Christelle Menant. La lutte contre l'insalubrité nécessite d'énormes moyens. Alors pour élever le défi d'assurer un environnement sain aux Ivoiriens, le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable a conduit une mission en France. Des signatures de conventions avec des communes françaises qui vont permettre à titre gracieux de recevoir du matériel de salubrité, notamment des camions-bennes et des bacs à ordures. Le ministre Alakwa Dioremi a donc marqué sa gratitude et celle du gouvernement ivoirien à l'endroit de Toulouse Métropole et de la commune des communes du Frontonnais pour leur engagement à accompagner les collectivités ivoiriennes. En fait, il s'agit de donner du matériel, mais également aussi d'une assistance technique et puis de formation. Il faut dire que nous sommes en charge de cette question de la salubrité et de la propreté au niveau de la Côte d'Ivoire et les contraintes, au-delà du comportement éco-citoyen des populations, nous avons quand même des contraintes de logistique, d'équipement et de financement. Et nous avons pensé que par rapport donc à ces contraintes, un partenariat pourrait nous permettre donc de lever ces contraintes. Ces conventions obtenues sont prévues durer une année renouvelable 3 fois. On annonce l'arrivée très prochaine d'un grand camion benne tasseur et de 400 bacs à ordures roulants. Le président du conseil régional de la Nawa a effectué une tournée dans les 4 départements de sa région, tournée qui a permis à Alain Donwayi d'échanger avec les populations. Il a inauguré également plusieurs infrastructures. Thérèse Dioboué. Adago, localité située à 7 km de la commune des Grands Atris, a constitué la première escale de la tournée d'Alain Donwayi dans plusieurs départements de sa région. Dans ce village, le président du conseil régional de la Nawa a procédé à la remise des clés de l'école primaire publique du village, réhabilitée et équipée en table-banc. Un soulagement pour la population. J'ai d'abord commencé l'école sous un arbre et aujourd'hui nous avons aujourd'hui un chef-d'œuvre, un joyau. J'espère bien que prochainement notre bâtiment va aussi se lever. Vraiment que Dieu l'aide aussi à nous aider. Je suis content parce que le conseil a construit une école pour nous. Cette première partie de la tournée d'Alain Donwayi a été marquée par un meeting à Soubré. Nos populations dans la région de la Nawa viennent de partout dans Côte d'Ivoire, mais aussi hors de la Côte d'Ivoire. Mais je crois que nous avons tous compris, en tout cas dans la Nawa, que les divergences, c'est terminé. La guerre, s'il y en avait, c'est terminé. Ce qui nous unit, c'est notre région et l'intérêt de notre région. Alain Donwayi a également procédé à la remise officielle d'un important lot de matériel médical au CHR de Soubré, ainsi qu'aux hôpitaux généraux de Buyo, Gueyo et de Méagui. Ce don répond à une promesse du président du conseil régional de la Nawa de doter l'ensemble des structures sanitaires de la région en matériel de pointe. Du 19 au 29 mai dernier, des chrétiens, catholiques et évangéliques ont effectué un pèlerinage en Israël sur initiative du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. La délégation, conduite par la Direction générale des cultes, a visité plusieurs sites religieux. À l'issue de ce pèlerinage, le ministère israélien des Affaires étrangères a traduit l'amitié de l'État hébreu au peuple ivoirien et à son président, Serge Koléa. Israël,
Pays d'Asie, distant d'environ 5000 km de la Côte d'Ivoire, lieu de convergence de milliers de pèlerins du monde entier. C'est ici que les chrétiens catholiques et évangéliques de Côte d'Ivoire viennent chaque année grâce au ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité à travers sa direction générale des cultes. Vivre le pèlerinage en terre sainte d'Israël est un moment d'édification de la foi. Au bout d'un parcours riche en enseignements et en découvertes, l'État d'Israël a traduit son amitié au peuple frère de Côte d'Ivoire et à son président de la République. Une cérémonie de remise de diplôme au cours de laquelle la représentante du ministère des Affaires étrangères de l'État hébreu a rappelé la coopération entre les deux pays dans plusieurs secteurs d'activité. Le représentant de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Israël et les pèlerins se sont réjouis de l'accueil et de la disponibilité du pays hôte. Ils ont surtout salué le chef de l'État Alassane Ouattara, le ministre de l'Intérieur Ahmed Bakayoko et le directeur général des cultes Bamba Messamba qui, de par leurs efforts conjugués, leur ont permis de vivre un séjour agréable. Au total, 221 pèlerins ivoiriens ont bénéficié gratuitement du voyage en Israël. À l'étranger, lors du sommet d'Abuja hier, regroupant les chefs d'État de la région, le président nigérian Muhammadu Buhari s'est opposé à l'idée d'un commandement tournant de la force régionale contre Boko Haram qui se ferait tous les 6 mois entre les 5 pays contributeurs de troupes. Boko Haram, la secte islamiste et ses djihadistes auront désormais en face d'eux une force conjointe composée du Nigeria et ses voisins pour une lutte sans merci. La force créée à l'issue de la réunion d'Abuja, capitale nigériane, sera placée sous commandement nigérien. Une concession faite au président nigérien Muhammadu Buhari, qui dès l'entame de ce sommet régional à Abuja a fait part de sa volonté de prendre les rênes d'une telle force contre les islamistes de Boko Haram. Notre campagne contre l'insurrection doit être dirigée sur tous les fronts, en commençant par limiter leur accès aux fonds et aux armes. Nous devons renforcer nos patrouilles sur les frontières et améliorer notre capacité d'ensemble et partager les renseignements. En ce qui concerne cette question, je demande que toutes les actions soient prises pour renforcer l'unité de nos renseignements. Si la force, elle, sera placée sous commandement nigérien, sa base sera en N'Djamena, capitale tchadienne. Pour être opérationnelle, la force nouvellement créée se donne d'ici le 30 juillet prochain, précise le communiqué publié à l'issue de la réunion qui s'est tenue à l'aéroport d'Abuja. Depuis sa prise de fonction il y a 2 semaines, Muhammadu Buhari, qui est âgé de 72 ans, a focalisé son action sur la lutte contre Boko Haram, se rendant successivement au Niger et au Tchad. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée.